à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à affronter cette année avec nous pour décrypter avec moi l'actualité lyonnaise. Deux éditorialistes de Lyon Mag et deux Romains. L'ancien élu Romain Blachier, bonjour. Bonjour. Et puis le chercheur associé à Triangle, Romain Mels, bonjour. Bonjour Alexis. Et enfin, mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul, bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour, Lyon, ville 30, enfin un consensus pour les écologistes. Grève à la ville de Lyon, Grégory Doucet peut-il se mettre à dos ses agents? Cours d'école dégenré, que traduit le mutisme du maire face aux critiques? Et puis, c'est la rentrée politique. Lyon jouera-t-elle un rôle durant la présidentielle 2022? Lyon va donc passer en ville 30 km/h l'année prochaine. On l'apprend, un pile quand Paris applique cette même mesure. Donc forcément, l'annonce a été un peu noyée dans l'actualité nationale. Mais c'est concret, comme à Oulin aujourd'hui, à Lyon demain, il faudra rouler plus lentement. Et rares sont ceux qui s'y sont opposés, en tout cas médiatiquement. Raphaël, ça y est, les écologistes ont eu une illumination cet été. Ils ont appris à faire l'unanimité. C'est vrai, mais c'est le sujet finalement sur lequel tout le monde les attendait, c'est la circulation, l'apaisement de la ville. Là, ils sont un peu sur du velours parce qu'il y a une demande très forte des habitants. 50 km en centre-ville, en fait, c'est une norme qui est absurde. Elle a plus de sens. On voit bien que, à part sur quelques grands axes où effectivement on peut rouler plus vite, dans la plupart des rues, personne ne roule à cette vitesse-là, et ceux qui le feraient, ce serait dangereux. Donc passer à zone 30, finalement, c'est très bien accepté. Si on regarde les débats sur Twitter, on a l'impression que Paris, qui vient de passer en zone 30, serait à feu et à sang et que ce serait un sujet extrêmement clivant. Mais la réalité, c'est que effectivement, personne monte au créneau là-dessus et que ce qu'on a senti, on a invité Fabien Bagnon cette semaine, ce qu'on a senti, c'est plutôt un peu de frustration de ne pas être allé plus vite sur ce sujet parce qu'ils auraient pu être pionniers et marquer des points à bon compte. Romain Mels, Raphaël faisait remarquer qu'effectivement dans Lyon, rares sont ceux qui roulent à 50 km/h. Il faut rappeler aussi qu'il y a certains axes qui resteront à 50 km/h, hein, c'est pas toute la ville qui passe à 30. Alors est-ce que du coup c'est pas de la poudre aux yeux? Est-ce qu'on coupe pas le ruban de quelque chose qui est déjà appliqué dans les faits? C'est une jolie formule, couper le ruban de quelque chose qui existe déjà. J'ai vu, je crois, sur Lyon Mag, hier, en vélo, dans la montée de Choulan, quelqu'un avait été flashé à 52 km/h en vélo. Donc je pense que c'est possible d'atteindre les 50 km/h, mais effectivement, il faut un vélo à Lyon, parce que c'est tellement embouteillé. Je crois que la vitesse moyenne, c'est 11 km/h dans le centre-ville. Quelque chose comme ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, dans l'hypercentre. Oui, dans l'hypercentre, c'est 11. Donc réduire à 30, c'est encore une mesure à petit bras. Ce qui aurait été bien, c'est de dire 10 km/h. Et là, ça aurait eu un sens politique, puisqu'on est à 11. Mais je pense qu'ils vont y aller, mais c'est plus facile à faire que de transformer les cantines bio, les cantines lyonnaises en cantines bio. Donc ils vont réduire de 10 km/h chaque année, et pour arriver à 10 km/h en 2026. Romain Blachier, ça semble être une mesure de bon sens. Vous avez travaillé aux côtés de Gérard Collomb, l'ancien maire, aux côtés de David Kemmelfeld, l'ancien président de la métropole. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Alors, sur la question de la voiture, la mesure, effectivement, comme l'a dit Raphaël, comme l'a dit Romain, elle fait assez consensus. Et d'ailleurs, de toute façon, vous n'avez qu'à regarder dans la ville de Lyon, vous avez des quartiers entiers, la Guillotière, la Croix-Rousse, dans lesquels la possession de véhicules, y compris dans des ménages avec des revenus élevés, il n'y en a plus. Vous avez la majorité, par exemple, des habitants du nord du 7e arrondissement qui n'ont pas de voiture. Et ce n'est pas chez les catégories les plus populaires que ça arrive, parce que souvent, justement, les catégories populaires, dans la métropole de Lyon, elles commencent à se retrouver ailleurs qu'à Lyon, même s'il y a une politique de logements sociaux qui a été faite par Gérard Collomb, par Kemmelfeld, qui continuait et amplifiée par la majorité actuelle. Et donc, c'est peut-être eux, par contre, qui ont des problèmes pour venir des fois à Lyon et qui utilisent leur véhicule à l'intérieur de la ville. Par contre, vouloir réduire les déplacements intramuros dans Lyon, c'est quelque chose qui a énormément de sens, quoi, parce que, effectivement, on le voit, c'est surembouteillé en centre-ville. Vous avez des quartiers entiers où il y a des problèmes, des zones entières de la métropole où il y a des problèmes de particules fines, notamment pendant l'été, mais pas seulement. Enfin voilà, c'est une mesure d'extrêmement bon sens. Pourquoi ça n'a pas été fait? Moi, je sais que j'ai voté toutes les mesures de réduction des véhicules automobiles et qu'à titre personnel, je n'ai jamais possédé de voiture de ma vie. Donc, je peux que me féliciter que les écologistes et puis la majorité en général, de toute façon, réduisent à 30 km/h. C'est une mesure de bon sens. Il y avait déjà eu quand même des zones 30. Les premières zones 30, elles avaient quand même été créées par les majorités précédentes. Donc, ça va lentement, mais ça avance dans le même sens depuis quand même pas mal d'années.
Raphaël, pour conclure sur le sujet, le seul étendard que brandissent ceux qui vont râler un petit peu autour de ça, c'est l'histoire de la pollution. Qu'il y aurait des études qui montreraient que finalement rouler à 30 plutôt qu'à 50, ça accentuerait la pollution. Ça, les écologistes, ils disent que c'est faux. Finalement, on ne sait plus trop qui croire non plus, parce que les écologistes ne se basent pas forcément sur des études eux-mêmes. Non, en fait, les études, elles sont assez claires. C'est-à-dire qu'un moteur de voiture est fait pour rouler autour de, on va dire, 70 km/h. C'est là où le moteur de voiture pollue le moins. Quand il est vraiment au-dessus, il pollue plus. Quand il est en dessous, il pollue plus. Mais la réalité, donc c'est sur ces études-là qu'on dit diminuer la vitesse, ça augmente la pollution. Mais la réalité, c'est pas ça. Parce que quand on diminue la vitesse, on l'a dit, en ville, on est déjà en dessous de 50 km/h largement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on interdit aux gens de rouler jusqu'à 50, donc on les empêche d'accélérer. Et donc au lieu de passer de 10 km/h à 50, ils passent de 10 à 30. Et donc du coup, ils freinent moins, ils ont moins d'accélération. Donc en fait, en réalité, les études diraient plutôt que baisser la vitesse en centre-ville, ça fait plutôt baisser la pollution. Si je peux me permettre, c'est en plus un débat qui aura plus lieu d'ici quelques temps, vu qu'on va passer très rapidement à une majorité de véhicules électriques en achat, que les véhicules thermiques, même si c'est quelque chose dans un certain temps, leur fabrication dans l'Union européenne et notamment en France, le gouvernement l'a fait voter, va être interdite, que les normes d'émission de gaz, enfin de CO2 par véhicule, elles ont été encore abaissées récemment et qu'elles vont à terme être rendues impossibles pour les véhicules à essence. Donc de plus en plus, on va se retrouver avec du véhicule électrique. Le véhicule électrique qui pourrait être majoritaire dans les achats d'ici 4 ans. Donc c'est quelque chose qui à terme n'aura plus lieu. Mais pour conclure sur ce sujet, c'est que c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que les politiques sont très en retard en fait en aménagement urbain. Aujourd'hui, la voiture présente 80-90% de l'espace urbain disponible, alors que effectivement la majorité des habitants n'ont plus de voiture. Et les écologistes avancent là-dessus, mais en fait, finalement, ils avancent relativement petit bras sur les questions des 30 km/h. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est vrai. Petit bras. Donc Paris est allé plus vite, mais quand on parle des grands axes, la question, c'est on a toujours une autoroute en centre-ville de Lyon qui arrive sur les quais du Rhône. Ce ne sera pas sur ce mandat qu'on aura réglé cette question. Et a priori, les quais du Rhône vont rester à 50 km/h, ce qui peut-être qu'à la fin du mandat apparaîtra comme décevant de la part des écologistes. Bon, on attendra la fin de l'année puisqu'on aura des annonces concrètes sur cette question pour une application donc en 2022. On passe à notre deuxième sujet. Cette semaine, vous le saviez peut-être, les agents de la ville de Lyon sont en grève. Ça a notamment des répercussions dans les cantines scolaires. Alors, une intersyndicale s'est formée pour dénoncer l'application de la loi de transformation de la fonction publique. Pour résumer, ça entraînera notamment l'allongement de leur temps de travail et leur droit de grève sera beaucoup plus encadré à l'avenir avec, par exemple, la perte d'un jour entier, même s'ils font grève pendant 1 heure. Romain Blachier, les syndicats l'ont dit, de la part d'une mairie de gauche, avec même des élus d'extrême gauche, c'est une application de cette loi qui est vécue comme une trahison. Alors, M. Bosetti, qui est l'élu au personnel, c'est quelqu'un qui est chez Mélenchon. Donc c'est encore plus surprenant. C'est quelqu'un qui vociférait beaucoup quand il était dans l'opposition sur les droits des travailleurs et il applique des choses que Gérard Collomb ou Raymond Barre ou enfin voilà que des gens qui étaient pourtant théoriquement plus à droite que M. Bosetti n'auraient jamais osé appliquer. Vous avez beaucoup d'entreprises privées dans lesquelles les droits des travailleurs, les droits des syndicats sont beaucoup mieux respectés que la mairie de M. Bosetti. Donc c'est extrêmement surprenant. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut se regarder dans la glace le matin, ce monsieur, après avoir raconté un certain nombre de choses à longueur de manif. C'est par exemple le fait d'empêcher les gens d'être déclarés grévistes au bout d'1 ou 2 heures. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, c'est parfaitement légal. Vous avez des entreprises qui ont une tradition, on explique que ce n'est pas du tout social. Chez Amazon, par exemple, on peut faire grève pendant 2 heures. Alors, il faut croire que Jeff Bezos, il est plus à gauche que M. Bosetti. Je suis un peu surpris de ça. Et puis surtout, il n'y a pas eu de dialogue avec les syndicats, que ce soit Sud, que ce soit la CGT qui est majoritaire dans la mairie de Lyon. Donc voilà, moi je trouvais des fois que les mairies précédentes étaient parfois un peu rudes dans leur dialogue social. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Là, je trouve que c'est extrêmement surprenant. C'est une application qui est à maxima des circulaires gouvernementales qui étaient... dont, à titre personnel, j'étais pas fan d'ailleurs, mais voilà, quoi, je suis extrêmement surpris que ça se passe comme ça, dans l'absence de dialogue et dans l'absence de discussion, surtout quand ça vient de gens qui ont eu vraiment des mots extrêmement radicaux lorsqu'ils n'étaient pas aux manettes.
Romain Mels, il faut préciser effectivement que Laurent Bossetti et Grégory Doucet ont annoncé qu'ils étaient contre ce texte de loi d'Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'on n'attendait pas justement de la part des écologistes et de la France insoumise un peu plus d'audace, un peu plus de courage face à ce texte, une certaine opposition? Surtout que c'était pas obligé de l'appliquer comme ça. Ils n'avaient peut-être pas une marge de manœuvre énorme, c'est une loi, et il fallait qu'ils prennent des décisions qui se mettent en conformité avec la loi. Et c'est surtout la suppression de quelques jours de congés spéciaux qui peut faire débat. J'ai l'impression quand même... Bon, alors après, je comprends très bien, il y avait de la marge de manœuvre. Ils ont une marge de manœuvre... Beaucoup. Il y avait pas mal de marge de manœuvre, il y a beaucoup de mairies qui n'appliquent pas ça. Disons qu'il y a la question de savoir qui... la continuité du service public, c'est quelque chose qui compte aussi, pour les gens de gauche y compris. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes à France Insoumise que vous considérez que le service public, c'est pas important. Et on peut se dire aussi que le fait de servir 10 fois dans le mois des menus SOS aux enfants des cantines de Lyon parce qu'il y a un manque de personnel, c'est-à-dire des sachets de chips et des gâteaux secs, ça pose aussi un problème, y compris, je veux dire, quand on est de gauche ou qu'on est même à France Insoumise. Évidemment, enfin, je veux dire, c'est pas juste un problème de ne pas être capable de résister à la pression néolibérale instillée par le gouvernement de la République En Marche. C'est aussi, il faut que les gens puissent envoyer leurs enfants à l'école et qu'ils puissent manger aussi des haricots verts. Ah mais moi je suis d'accord avec le fait que les cantines lyonnaises sont trop souvent en grève, mais alors pourquoi est-ce que M. Bossetti et la France Insoumise, ils étaient dans la plupart des collectifs de grévistes lorsqu'ils étaient dans l'opposition? C'est curieux. Raphaël, vous suivez les mésaventures de l'Hôtel de Ville depuis plusieurs années. Est-ce que Grégory Doucet, un maire, peut se mettre à dos les fonctionnaires de sa mairie? Et puis surtout, est-ce que ça aurait une incidence ensuite sur son mandat et sur les actions qu'il veut mettre en place? Ou finalement, la machine, elle tourne toute seule, même s'il y a des grèves de temps en temps? Non, les relations sociales entre le personnel municipal et la mairie sont difficiles depuis un certain temps. Et on voit sur les écoles, ce qui se passe sur les écoles, c'est que le personnel globalement qui intervient dans les écoles est des personnels qui est assez mal payé, assez mal considéré. Et donc, il y a une colère sociale qui est assez forte depuis longtemps. Et ce ne sera pas réglé par ce mandat-là non plus, parce que c'est aussi des questions de statut. Donc, c'est vraiment des questions complexes. Il y avait une forte attente du fait que les élus, et il y avait beaucoup d'élus qui sont de l'extrême gauche dans la majorité. Oui, mais là, pour le coup, sur ce point-là de la revalorisation, ils ont peu de marge de manœuvre. Et là, le nouvel exécutif est coincé entre les revendications sociales de son personnel et puis les attentes des électeurs. Effectivement, un service public comme une cantine, c'est quelque chose qui compte. On peut dire même socialement, c'est d'autant plus pénalisant pour les classes défavorisées quand une cantine est fermée. Et c'est vrai que la grève d'une heure en milieu scolaire, elle a un impact maximum. Il n'y a pas que le milieu scolaire. Partout, oui, mais dans une cantine, si on fait grève de 12 à 13, non, mais c'est évident, je suis parent d'élèves dans le public, je le vois bien, mais la grève de mes enfants, elle est souvent, et effectivement, ça je suis d'accord, mais sur le reste des agents, l'ensemble des agents, après on ne peut pas faire de rupture d'égalité effectivement entre les agents, mais sur l'ensemble des agents, empêcher des grèves de 2 heures, je vous assure, dans énormément d'entreprises privées, c'est complètement possible, c'est dommage. Au lieu d'avoir un dialogue, ils n'ont pas eu de dialogue avec les cantiniers avant de faire ça. Au moins, tu as un dialogue avec les cantiniers avant de faire passer ça. En plus, ils l'ont fait passer de manière maximum. C'est-à-dire que c'est effectivement une loi du gouvernement. Ils se sont opposés, ça a été dit à juste titre. Mais en plus, ils l'appliquent plus que d'autres mairies. Romain Mels ? Non, mais c'est pas vraiment empêché. C'est-à-dire que si vous faites une grève 1 heure, vous perdez une journée. Mais c'est pas... Vous avez tout le droit de grève existe. Oui, mais enfin, quand tu gagnes 1000 balles par mois, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est sûr. Allez, je vous propose de passer à notre troisième sujet du jour que vous êtes beaucoup à attendre. Il s'articule autour d'une séquence anodine qui est survenue ce jeudi matin durant la rentrée des classes de l'école de la Sauvagère dans le 9e arrondissement. Une cour d'école refaite à neuf durant l'été. C'était l'occasion pour Grégory Doucet de prendre la température auprès des premiers concernés, les enfants. Et donc l'un de nos journalistes à Lyon Mag, Léo Mourgeon, a filmé ce petit garçon qui prend le micro et qui annonce au maire de Lyon que sa cour d'école finalement elle n'est pas terrible. Il n'y a pas de cage de foot dont il rêvait. Et puis à part des copeaux de bois et de la terre, il n'y a rien. Ce sont ces mots célèbres désormais. La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Alors il y a évidemment tout un contexte autour de cet échange. Romain Mels, vous étiez présent à la visite. On vous voit d'ailleurs sur la vidéo Lyon Mag. Il faut reconnaître que ce sont les enfants qui ont décidé de ce qu'il y aurait dans cette cour, mais que le dernier mot revenait évidemment à des adultes. Romain Blachier, quand on est enfant, à moins d'être soi-même victime de ces mises à l'écart dans la cour parce qu'on n'aime pas le foot,
foot, ou parce que les garçons ne veulent pas laisser les filles jouer avec eux. C'est difficile à comprendre ce concept d'activité non genrée. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'effectivement, les études montrent que lorsqu'il y a du football, ce qui est important, je veux dire, on ne dort pas tous sur les champions du monde il y a quelques années, s'il n'y avait pas eu un petit peu de football à l'école. Mais il faut savoir quelque part que le football, ça prend une emprise énorme sur une cour. Donc c'est aussi ça la question qui a été posée, c'est-à-dire est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait un terrain de football qui prenne la majorité de la place, ou est-ce qu'on organise la cour autrement ? La réalité, c'est qu'effectivement, il y a eu le choix de faire une cour non genrée. C'est quelque chose qui peut être intéressant, effectivement, par rapport à l'occupation de l'espace sur un plan théorique. Mais en même temps, effectivement, ce petit garçon, il nous ramène à une réalité. C'est qu'en fait, les enfants, ils ont aussi envie de pouvoir jouer à des jeux de leur âge, de pouvoir jouer au football. Et je pense que c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le maire de Lyon, qui est parent de 4 enfants, donc qui connaît bien la problématique, qui va de temps en temps voir le football féminin, l'Olympique lyonnais féminin. J'espère aussi qu'il va venir voir Lyon-la-Duchère, et je suis sûr qu'il va venir voir Lyon-la-Duchère parce qu'il a manifesté son intérêt pour ce club également. Je pense qu'il ça l'a mis en réflexion. Si vous voulez, je ne trouve pas justement qu'il y ait eu la question de « Ah, il ne savait pas quoi répondre ». C'est juste, je pense qu'il s'est dit « Zut, quelque part ». J'ai envie de faire bien, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'il y ait une partie qui occupe la cour d'école de manière excessive, mais en même temps, effectivement, il y a ce basique de jouer au ballon. D'ailleurs, au départ, les études qui étaient faites sur le jeu de ballon, c'était quelque chose qui était intéressant parce que ça vous expliquait que c'était les garçons qui prenaient la majorité de la cour avec ça. Mais en fait, en réalité, avec l'explosion du football féminin, on est à Lyon, le football féminin, ça existe aussi très fortement, beaucoup plus fortement que dans d'autres villes. Dans les cours de récréation, vous commencez à avoir un beaucoup plus grand nombre de petites filles qui jouent au football. Donc ça repose la question de la place du football et de la place des jeux de balle dans la cour, ça repose la question du genre. Donc voilà, peut-être effectivement qu'il faut arriver à avoir des copeaux de bois et puis quand même essayer de faire une petite place pour des cages de foot, parce que sinon, il faut quand même qu'on laisse les enfants être des enfants. Romain Mel, je disais que vous étiez sur place, vous avez assisté à l'échange global parce qu'il y avait d'autres enfants qui parlaient. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a ce petit garçon qui forcément est fan de foot et qui lui voulait des cages. Il faut rappeler aussi que dans les cours d'école, généralement, il n'y a pas de cage de foot, il n'y a même jamais de cage de foot. Qu'est-ce qu'ils disaient les autres enfants? Non, alors, elle est très bien votre vidéo, parce qu'effectivement, le tout début de la vidéo où on voit Grégory Doucet, il énumère des choses. Voilà, il énumère des choses qui ne sont pas sur la caméra, mais qui sont les 17 interventions des autres enfants qui disent « Mais je ne comprends pas, moi j'avais dit qu'il y aurait un tunnel avec une piscine au fond du tunnel. » Et la rivière des amoureux. Et il y a la rivière des... Alors ça, on n'a pas très bien compris, c'était un pont des amoureux, tout ça. Bon. Mais il récapitule tout ça. Et là, ce que vous avez montré, c'est plutôt la fin. Après, votre génial journaliste, pendant la conférence de presse, il a posé la question. Il a dit, mais alors, c'est cours dégenré. Et il a répondu, Grégory Doucet. Bon, c'était vraiment pas le sujet. Enfin, bon, il faudrait élaborer ça, mais pour lui, effectivement, je crois même qu'il n'y avait pas trop pensé à cette histoire de genre. Vous avez anglais là-dessus, vous avez tout à fait raison, mais là, vraiment, c'était pas son problème. Et ce que je veux dire, c'est que juste après ce petit extrait, il y a un truc vraiment dégenré. Il y a une petite fille qui prend la parole et qui dit moi, j'aime pas trop, de toute façon, j'aime pas trop la cour, c'est assez ennuyeux. Et donc, elle est là et elle dit mais quand même, il y a un truc que j'aime bien, c'est quand il y a des grosses bagarres. Vous voyez? Et bon, ça, c'est pas sur la vidéo, c'est sûrement sur une autre vidéo. Mais vous voyez, là, ça faisait vraiment dégenré du coup. Ouais. C'était les filles veulent des combats. Mais bon, il l'a pas utilisé évidemment parce que Grégory Doucet n'allait pas dire bah voyez, j'ai dégenré tout, les filles veulent se battre. Donc c'était pas ça. Et dans la réalité, il a essayé de répondre à la question de votre journaliste dont je vous parlais, quand Léo a dit mais alors, c'est cours dégenré. Et il a dit mais moi, si une fille veut prendre une craie et faire une marelle par terre, bon, pas trop, elle la ferait parce que bon, mais j'ai rien contre, vous voyez. Et donc c'était pas... On sentait que pour eux, cette sorte de cours dégenré, c'était quand même moins important que le problème numéro 1, c'était essayer que ça soit moins du bitume et qu'il ne fasse pas 80 degrés à cause du bitume en mai, en juin et en septembre. Raphaël, pendant l'intervention de Romain Blachier, il a souligné que ce n'était pas finalement important, cette histoire de long silence qu'il y a de Grégory Doucet. Après, il ne répond pas à l'enfant qui lui dit qu'il aurait aimé avoir des cages de foot. Pourtant, c'est ce que beaucoup retiennent, le fait qu'il donne l'impression de ne pas avoir suffisamment de répartie pour moucher un gamin de 7 ans. Du point de vue de l'image, c'est terrible pour un homme politique, non, ce silence, ou c'est un épiphénomène?
Oui, non, c'est pas un épiphénomène parce que les images qui deviennent virales, je crois qu'elle fait plus d'un million de vues. Forcément, c'est des choses qui restent. Et là, il a manqué de répartie. Grégory Doucet n'est pas un politique forcément très expérimenté. Il n'a pas une carrière d'élu longue. Et c'est pas facile d'avoir de la répartie, le bon niveau de répartie, surtout face à un enfant. C'est hyper Voilà, il y a Bayrou qui mettait des claques, mais c'est à peu près la seule bonne, pas mauvaise répartie en l'occurrence qu'on ait pu voir. Plus d'un million s'il avait giflé. Oui, là, ça a été légèrement excessif. Plaisanterie mise à part, donc c'est une situation difficile à laquelle il est finalement pas préparé et il sait pas quoi répondre apparemment sur le moment. Parce que en fait, pour lui, la question est vraiment pas là. Et on a eu Stéphanie Léger vendredi, qui est donc l'adjointe à l'éducation, qui est revenue sur le sujet. En fait, ils ne parlent pas de cours dégenrés, ce n'est pas leur approche aujourd'hui dans la rénovation. C'est vraiment une approche de végétalisation. Et puis Mais ils l'appliquent quand même dans les faits. En fait, il le pose sur la question d'usage. C'est-à-dire que, et c'est pas seulement... En fait, comme Romain l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le football n'est pas forcément... uniquement masculin. Et puis d'ailleurs, les jeux de ballon qui ont dans les cours d'école, c'est pas essentiellement le football, c'est plutôt la balle aux prisonniers. Là, pour le coup, c'est totalement mixte. Donc, c'est pas tellement une question de genre, c'est plutôt une question d'usage. C'est ceux qui ont besoin de courir prennent tout l'espace et ils sont au centre et tous les autres se mettent autour. Et donc, ils ont essayé de réfléchir les cours d'école différemment pour que chacun trouve sa place, qu'il y ait des activités un peu calmes, un peu ludiques, un peu sportives. Et ils ont essayé de bien faire, consulter tout le monde, végétaliser, répondre à tous les défis. Et Grégory Doucet sèche face à un gamin qui lui dit « moi je voulais une cage de foot ». Non, alors sèche, il faut quand même dire qu'il ne sèche pas vraiment, il donne la parole à tout le monde. Et les 6 ou 7 interventions avant où les gens disent « je voudrais une rivière argentée », il ne répond pas non plus. Il passe la parole à quelqu'un, et simplement il a une approche dégenrée, il dit « ce sera un garçon, une fille ». Mais il a répondu à rien en fait, et c'est pas parce qu'il voulait moucher ou pas moucher, il voulait passer à autre chose, et on a fait, je sais pas, 15, peut-être 12 minutes là-dessus, puis on est passé à autre chose. Mais il débattait pas vraiment avec les enfants en disant « mais une rivière, ça aurait été compliqué parce qu'il y a des infiltrations ». Et il les laissait s'exprimer. Oui, il a pris la parole en général à la fin, et voilà, il a repris la parole à la fin. C'est ça. Romain, simplement sur l'absence de répartie, Raphaël vous a pas convaincu que finalement ça peut être quand même compliqué pour l'image de Grégory Doucet à l'avenir, cette séquence? Je pense pas qu'on soit en désaccord avec Raphaël en fait. C'est-à-dire que sur la question de l'image, effectivement, quand tu prends une vidéo isolée comme ça et qu'elle est vue plus d'1 million de fois, effectivement, ça peut marquer les esprits en mode il n'a pas de répartie. En même temps, quand vous connaissez effectivement à quoi ressemble une... Alors, je vous dis, moi, soit, effectivement, mais j'étais pas là, soit il s'est dit, tiens, il s'est mis à réfléchir sur ce que disait le gamin, sans forcément être d'accord, soit, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, avoir une répartie face à un enfant, c'est pas évident de le doser correctement, parce que, voilà, c'est un enfant qui est face à vous, qui est juste en train de demander quelque chose, sans filtre, comme les enfants. Soit aussi, ça peut être, effectivement, les coups, vous savez, vous prenez 5-6 questions, vous laissez les gens, dans les réunions publiques, c'est très fréquent, de laisser passer 5-6 questions, puis après de faire une conclusion globale. Voilà. Moi, encore une fois, j'étais pas là. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'effectivement, je ne vois pas la mairie, effectivement, aujourd'hui parler de cours non genrés. Par contre, quand vous regardez un peu les répartitions qui sont faites, c'est souvent quand même celles des pédagogues qui vous disent, voilà, attention, il faut des cours non genrés. Là-dessus, effectivement, si ça peut laisser... Moi, je ne jouais pas au foot dans la cour en primaire, donc ça ne m'aurait pas dérangé, justement, d'avoir des espaces comme celui-ci. Après, effectivement, mais je pense que la direction des sports doit y réfléchir. Il faut quand même laisser une forte place au sport à Nyon, sinon on s'en sortira jamais, notamment l'éducation nationale. Ça, c'était le ministre de l'Éducation qui l'avait dit après la victoire des Bleus en basket. Il s'était fait un peu moquer dessus, mais c'est complètement vrai. Si on ne faisait pas autant de handball, autant de basket et autant de football en France, on n'aurait peut-être pas le tissu sportif qui est le nôtre actuellement, quoi. Donc l'école a sa place dedans aussi. Pour conclure sur le sujet, Raphaël, je pense qu'il est important de préciser que, effectivement, les écologistes ne brandissent pas le non-genrage comme un étendard, parce qu'ils expliquent aussi que leur premier budget non genré, finalement, cette année, n'est pas appliqué à 100%. C'est plutôt pour voir comment faire. Ça serait plutôt le prochain qui serait vraiment mis en place. Mais ça ne les empêche pas, dans les faits, quand même, de faire attention à ça au quotidien. Et la cour, de facto, elle est non genrée. Et la cour, voilà, elle n'a pas été dégenrée, mais elle a été quand même pensée comme non genrée. Non, mais ça, on a un maire féministe qui l'assume et qui le redit. Mais je ne suis pas sûr que cette polémique, au final... Enfin, polémique d'ailleurs, ils ne sont pas forcément... Voilà. En tout cas, ce battage médiatique soit néfaste pour eux. Parce que l'avantage d'un maire, c'est qu'il a le temps, que ces polémiques ou ces attentions médiatiques vont
mettent la lumière sur un aspect de leur politique sur lequel ils investissent beaucoup. Ouais. Ils investissent 300 millions d'euros sur le mandat, sur la rénovation des écoles. Donc quand les Lyonnais auront à évaluer, ils se souviendront qu'on a beaucoup parlé des cours d'école. Si à la fin du mandat, les cours d'école sont végétalisés, sont plus agréables, que les enfants s'en emparent, que ça fonctionne bien, que ça a été pensé intelligemment, ça leur sera tout bénéfice. C'est la même chose que la polémique sur les cantines, où il y a beaucoup de gens qui ont voté écolo, c'est pas la seule raison, mais un des leviers du vote écolo, c'était d'améliorer les cantines, qu'il y ait plus de bio, qu'il y ait plus de local, blablabla. Et même la polémique sur les repas sans viande. Sur les repas sans viande, bon, que j'ai trouvé ridicule, et en plus je trouvais même que l'opposition municipale déconnait plein tube, parce que ça avait été mis aussi... par Gérard Collomb, quand j'ai vu Gérard, ça m'a déçu quand j'ai vu Gérard au milieu des gens des syndicats agricoles, alors qu'il avait fait un peu la même chose. Les gens, ils vont retenir aussi qu'on a fait beaucoup attention à l'alimentation de leurs enfants, et je pense que c'est un vrai levier du vote écolo, l'alimentation des gosses. Allez, on termine rapidement avec la rentrée politique et la présidentielle qui, mine de rien, se jouera dans 8 mois. À Lyon, il y a 2 scrutins préalables qui vont nous intéresser. La primaire écolo et puis la primaire de la droite. On avait eu une effervescence importante en 2017 avec, rappelez-vous, le macronisme lyonnais porté par Gérard Collomb et ses troupes. Romain Blachy, vous aviez connu un peu ça de l'intérieur. Là, que ce soit les élus écologistes ou bien ceux des Républicains, et pourtant on a des représentants importants à Lyon, c'est le calme plat. Raphaël, est-ce qu'on peut espérer que ça va enfin se réveiller là dans les prochains jours ? La campagne présidentielle se réveillant à Lyon, je ne suis pas sûr en fait, parce que l'attention des Français n'est pas là, tout simplement, et tant que les Français ne se passionnent pas pour la présidentielle, les rapports de force ne vont pas évoluer. Donc on va rester dans cette situation où la gauche est très divisée entre différentes candidatures qui se jaugent et on ne sait pas qui va prendre le dessus. Et puis finalement à droite aussi, peut-être qu'ils vont avoir une primaire, mais pour l'instant on est loin d'avoir un candidat unique. Donc tant que d'alternatives ne se créent pas, je ne vois pas d'engouement se lancer. Romain Mels, quoi qu'en disent les personnes, finalement les primaires, forcément il y a toujours du sang et des pleurs. Vous pensez que les écologistes à Lyon et puis les républicains à Lyon également peuvent se déchirer dans les prochaines semaines à ce propos ? Non, je pense que Lyon va avoir du mal à exister spécialement dans cette campagne présidentielle, sauf si, comme l'avait fait Romain Blachy évoquait la question du tweet enfin non, il ne l'a pas dit comme ça, mais ce qui avait lancé la polémique, c'était le tweet du ministre de l'Intérieur sur l'absence de viande à tous les repas. Quand Gérald Darmanin avait tweeté ça, ça avait enflammé la France. Et puis le ministre de l'Agriculture... Twitter. Oui, mais pas seulement Twitter. N'est pas la France. Non, mais pas seulement Twitter, parce qu'il y a eu ça s'est retrouvé au journal de 20h, de TF1. Donc ça part de Twitter, mais ça finit par... et puis ça touche tout le monde. C'est quand même un truc important, ça. Est-ce qu'on met de la viande ou pas dans les... D'accord. Vous savez qu'on est sur la présidentielle, hein ? Oui, mais je veux dire, la présidentielle, ça va être ça quand même, non ? Ah, vous comparez le repas sans viande à la présidentielle ? Il faut un tweet de Darmanin pour lancer le truc ? Si je résume, en fait, Lyon, à un moment donné, avait rêvé d'avoir 2 candidats à la présidentielle. Voilà. C'était Laurent Wauquiez et Najat Vallaud-Belkacem. Exact. On pensait même qu'ils pouvaient s'affronter. Oui, on a fait ça pour la régionale. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Et donc Lyon pourra peut-être exister s'il y a des polémiques. Si Lyon représente la possibilité verte... J'avais pas compris. Oui, vous pouvez pas laisser finir aussi. En même temps, on me coupe. Alors les autres, on les laisse parler. Moi, paf, je suis coupé. Donc il faut qu'il y ait un candidat écologiste qui soit en situation de l'emporter la présidentielle, et là on parlera de lui. Si Éric Piolle il est proche de Grégory Doucet, dès que Grégory Doucet fera un truc, on dira « Ah, regardez les Verts, vous voyez ce qu'ils nous font ?» Et là, on pourra exister en tant que Lyon, mais sinon, non. Faut pas oublier Romain Blachy, qui est aussi Hélène Geoffroy, qui bientôt potentiellement sera chef du Parti Socialiste. Alors, il y a plusieurs éléments. Je voulais rebondir sur la question des Verts, et après je vais sur Hélène. Sur la question des Verts, il faut savoir donc que les 2 chefs de file des Verts, que sont Grégory Doucet et Bruno Bernard, en fait, ils sont réputés proches, l'un de Piolle, l'autre de Jadot. Et en réalité, ils ont pris leur distance avec les 2, si vous leur parlez. C'est-à-dire que déjà, aucun des 2 va soutenir officiellement quelqu'un. Et puis, effectivement, Bruno Bernard, ils ont des sympathies. Peut-être que j'imagine qu'ils mettront peut-être un bulletin dans l'isoloir, dans la primaire des Verts. Enfin, il faut l'imaginer. Oui, c'est pas forcément celle qu'on imagine. Mais parce que Bernard est assez proche de Piolle. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, effectivement, il est réputé proche de Jadot, mais c'est pas si simple que ça. Il a pris ses distances, tout comme le maire de Lyon a dit non, moi je soutiens personne officiellement. Donc attention à ce que nous projetons nous-mêmes des fois dans le milieu. Ce sont les choses simplement. lyonnais. Les dernières primaires à droite avaient fait 4 millions d'électeurs.
primaire de gauche, je me souviens plus, c'était 2 ou 3 millions d'électeurs. 2 millions. 2 millions d'électeurs. Ça fait 10 Là, fois on moins. est parti sur... Mais c'est même pas 10 fois moins. C'est-à-dire que si on est à 10 fois moins, ils seront heureux. Donc en fait, l'attention locale pour cette campagne présidentielle n'existe pas. Ils n'ont aucun intérêt à utiliser leur crédit politique là-dedans. Il faut qu'on réalise en plus que les Verts est un parti qui n'est pas grand numériquement et qu'en fait, en gros, ils ont une proportion gigantesque, je crois quasi jamais vue, d'ailleurs, entre le nombre de militants et le nombre d'élus à Lyon. Je veux dire, c'est gigantesque. Il doit y avoir 90-95% de leur effectif qui est composé d'élus. Enfin, voilà, quoi. Limite, c'est l'UDF des années... Ou le PS à la fin. Ou le PS à la fin, tout à fait. À la fin, il y avait aussi des collaborateurs d'élus en plus des... Bref, donc Et justement, le PS, donc il y a la pour question. finir. Donc pour revenir, je vais venir au PS. Ensuite, il y a l'AREM. L'AREM, effectivement, c'était le truc qui amenait centralement Lyon dans la présidentielle auparavant. Ouais. L'AREM, elle est complètement pétée. Il reste plutôt la jambe Kimmelfeld, qui s'est barrée en plus de l'AREM, que la jambe Collomb dedans. La jambe Kimmelfeld n'a surtout pas envie de voir le bout de jambe Collomb qui reste revenir. Donc déjà, ils n'arrivent pas à se rassembler. C'est ce qu'ils ont montré au régional, où vraiment la candidature de Bonnel, ça s'est articulé autour d'un noyau des ex-collaborateurs de Kimmelfeld. Donc du coup, c'est compliqué là-dessus. Pour les Verts, pour le PS, pour le PS, effectivement, Hélène Geoffroy, le congrès va se dérouler en plus dans la Fédération du Rhône, qui est son fief. Elle a relativement peu de chance, apparemment, de remporter face à Olivier Faure. Voilà, le Congrès national. Par contre, elle va être hégémonique dans sa fédération, donc c'est quelque chose qui va être intéressant. Elle pourra forcément négocier quelque chose dans une campagne soit spécifiquement socialiste, soit unitaire ou semi-unitaire, parce que je ne vois pas un seul candidat à gauche, il va y en avoir forcément plusieurs. Et pour le coup, elle pourrait amener Lyon sur la carte, enfin Lyon, la métropole de Lyon sur la carte des présidentielles. Et on en reparlera. Elle n'est d'Hélène pas Geoffroy. candidate. Non, mais je veux dire, l'amener elle le sera pas. en tant que pivot. En tant que pivot d'une campagne, si tu es numéro 2 d'un grand parti Petit politique, oui, petit pivot. Non, mais ce sera pas comme si on avait effectivement soit Najat, soit Laurent Wauquiez candidat, je suis d'accord. C'est pas... Donc le congrès du PS qui sera dans 2 semaines, on aura donc l'occasion d'en reparler. C'est une émission qui s'achève, on est à peu près dans les temps, un peu en retard. Merci pour vos retours, votre fidélité à Lyon Mag, et puis on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine.